Le SMS de ma mère m'a traité d'idiote et m'a banni de Thanksgiving. Elle a oublié que c'était moi, la banque. J'ai coupé l'électricité, suspendu le prêt hypothécaire et coupé les téléphones. Mon écran affichait 87 appels manqués, et je n'avais même pas encore révélé l'enquête pour falsification. Le message est arrivé à 22h47, un mardi. Tu es une idiote si tu penses que j'ai besoin de ton avis sur mes choix de vie. Ne te donne pas la peine de venir pour Thanksgiving. Nous ne voulons pas d'énergie négative dans la famille. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, en lisant le message 3 fois de suite. Ma mère, Patricia Brennan, venait enfin de franchir une ligne qu'elle ne pourrait plus jamais franchir dans l'autre sens. La dispute avait commencé de manière assez anodine. J'avais suggéré, avec douceur, qu'emprunter 15 000 € supplémentaires sur son compte de retraite, pour financer la 5e entreprise ratée de mon frère Derek, n'était peut-être pas la décision financière la plus sage. Sa réponse, en moins de 10 minutes, était passée d'un ton défensif à une agressivité féroce. Ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je n'étais plus seulement sa fille. J'étais leur bouée de sauvetage, leur filet de sécurité, leur infrastructure financière tout entière, et ils venaient, brutalement, de rompre la connexion. Laissez-moi revenir 6 ans en arrière. J'avais 26 ans quand mon père est mort, soudainement, d'une crise cardiaque. C'était lui qui faisait vivre la famille, le planificateur financier, celui qui veillait à ce que tout fonctionne parfaitement. Ma mère n'avait jamais travaillé en dehors du foyer, et Derek, lui, avait 23 ans, il était charmant, mais totalement allergique à toute forme de responsabilité. Le versement de l'assurance vie était substantiel, s'élevant à 850 000 €, mais ma mère, noyée dans le chagrin, n'avait aucune idée de la manière de gérer cet argent. Je venais de devenir associé junior chez Morrison & Fletcher, un cabinet d'avocats d'affaires à Manhattan. Ma spécialité était le droit des contrats et la planification successorale, ce qui signifie que je comprenais exactement comment les choses pouvaient mal tourner, sans une gestion financière rigoureuse. J'ai passé des semaines à aider maman à traverser les suites immédiates du décès, puis, je lui ai fait une offre, laisse-moi t'aider à investir cet argent correctement. Laisse-moi m'assurer que tu ne manqueras de rien. Elle avait accepté, en me remerciant en larmes. Nous avons mis en place une fiducie vivante, dont j'étais la cofiduciaire. L'argent de l'assurance vie a été placé dans des investissements diversifiés. J'ai utilisé mes relations, pour lui obtenir de meilleurs rendements que n'importe quel conseiller financier standard. En l'espace de 2 ans, ces 850 000 € étaient devenus 1,2 million. J'avais transformé leur tragédie en sécurité. Mais il y avait des complications. Maman avait toujours préféré Derek. Il était charismatique, drôle, et capable de se sortir de n'importe quelle situation par la parole. Moi, j'étais la sérieuse, la responsable, celle qui n'avait pas besoin d'attention ou de validation constante. Après la mort de papa, Derek est devenu le soleil de l'univers de maman, et moi, je suis devenu la lune, utile, certes, mais largement inaperçue. Les idées d'entreprise de Derek allaient de l'impraticable au délire pur et simple. D'abord, ce fut un food truck qui ne vendait que des burritos pour le petit déjeuner. Il a perdu 20 000 € en seulement 3 mois. Ensuite, il y a eu cette application pour promener les chiens, qui demandait tellement de capital au départ qu'il a brûlé 35 000 €, avant même d'avoir écrit une seule ligne de code. Puis, vint le concept de salle de sport, le torréfacteur de café-boutique, et le service d'authentification de souvenirs sportifs. Chaque tentative fut un échec spectaculaire. Et chaque fois que Derek venait voir maman la main tendue, maman donnait. À chaque fois, je regardais le solde de la fiducie chuter de 10 000, puis 20 000, puis 30 000 €. J'expliquais patiemment qu'il ne s'agissait pas de prêts et Derek ne remboursait jamais rien. C'étaient des cadeaux, qui siphonnaient sa sécurité future. Elle hochait la tête, promettait d'être plus prudente, et recommençait 3 mois plus tard. Le mardi où tout a basculé, il ne restait plus que 340 000 € dans la fiducie. Derek avait englouti près de 900 000 € en 6 ans, et il en demandait encore. Son dernier projet était particulièrement insultant. Derek avait rencontré un certain Troy dans un bar sportif, et ce Troy prétendait avoir des contacts dans l'industrie de la bière artisanale. Selon le discours enthousiaste de Derek à maman, ils allaient ouvrir une brasserie dans le nord de l'État de New York, qui révolutionnerait le marché local. Tout ce qu'il lui fallait, c'était 250 000 € pour le capital de départ et les frais de licence. J'avais fait mes recherches.
3 avait 3 faillites à son actif, et un jugement en cours contre lui pour un montant de 67 000 €. L'idée de la brasserie n'avait ni plan d'affaires, ni emplacement identifié, ni aucun investisseur réel en dehors de la désespérance de mon frère. C'était un fantasme, construit sur des croquis de serviettes de bar et des postures masculines. Quand j'ai présenté ces informations à maman, elle les a balayées d'un revers de main. Tu es toujours si négative concernant les idées de Derek. Peut-être que c'est celle-ci qui marchera. Il a juste besoin que quelqu'un croie en lui. Il a surtout besoin que quelqu'un le tienne pour responsable, avais-je répondu. Tu ne l'aides pas, en finançant ses délires. C'est ce qui a déclenché le SMS. Pas la brasserie spécifiquement, mais le poids accumulé de 6 années où j'étais la voix de la raison, tandis que Derek était la voix des rêves. Elle était fatiguée de voir mes faits interférer avec ses fantasmes, sur la réussite future de son fils. Mais j'avais fait autre chose pendant ces 6 années, quelque chose qu'ils ignoraient. La maison de maman, une demeure coloniale de 4 chambres à Westchester où j'avais grandi, avait été remboursée avec l'argent de l'assurance vie. Pourtant, elle se plaignait constamment des taxes foncières, des frais d'entretien, et du sentiment d'être à court de liquidités malgré son patrimoine. Alors, j'avais fait une autre proposition, laisse-moi refinancer la maison pour en tirer des liquidités, et j'investirai cet argent pour générer un revenu pour tes dépenses mensuelles. Elle a signé les papiers, sans les lire attentivement. Le prêt hypothécaire était à mon nom, avec elle comme co-emprunteuse. Chaque mois, pendant 4 ans, 2800 € sortaient de mon compte bancaire pour couvrir ce paiement. Le prêt sur fonds propres était de 180 000 €, et je l'avais investi séparément, refusant que les désastres de Derek n'y touchent. Cet argent était monté à 280 000 €, réservé spécifiquement pour les soins de longue durée de maman. Puis, il y avait les charges. Maman avait toujours été désorganisée pour les factures. Les services étaient parfois coupés. Elle paniquait, et je réglais le problème. Peu à peu, j'avais tout repris en main. L'électricité, le gaz, l'eau, Internet, le câble, tout était à mon nom, payé automatiquement depuis mes comptes. Encore 600 € par mois. Les téléphones portables, c'était la même histoire. Derek avait accumulé des dépassements de forfaits massifs. Maman n'oubliait jamais de ne pas payer la facture, alors j'avais tout regroupé sur mon propre forfait, maman, Derek, et même la petite amie de Derek, Britney, qui vivait dans la maison depuis 1 an. C'était encore 280 € mensuels. L'assurance automobile pour la Lexus de maman et le pick-up de Derek, en plus de la mienne, coûtait 340 € de plus. J'étais devenu la fondation invisible de toute leur existence, payant environ 4 000 € chaque mois pour maintenir leur vie à flot, pendant qu'ils se plaignaient que j'étais trop autoritaire, et que je ne comprenais pas que la famille doit s'entraider. Le SMS de mardi soir n'était pas la première insulte, ce n'était même pas la pire, mais c'était la dernière. J'ai appelé mon assistante, Jennifer, à 23h15. Elle était habituée à mes horaires décalés. Jenny, j'ai besoin que tu prépares les documents de résiliation pour tous les comptes dont nous avons discuté. Tout. Je veux que ce soit prêt à être exécuté vendredi matin. Il y eut un silence. Tu es sûre, Flora? C'est une option nucléaire, là. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Mercredi matin, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, à la société de crédit hypothécaire. J'avais été préapprouvé pour une reprise de prêt. En réalité, je l'avais organisé 2 mois plus tôt, après une énième crise de maman sur mon ingérence. Tous les documents étaient en règle, pour transférer la maison entièrement à mon nom, maman passant du statut de co-emprunteuse à celui de simple occupante, sans aucun droit de propriété. Le représentant de la banque a confirmé qu'il pourrait finaliser le transfert d'ici vendredi après-midi. Ensuite, j'ai appelé mon courtier. Je dois liquider le portefeuille d'investissement du prêt sur fonds propres, et transférer ces fonds sur mes comptes personnels aujourd'hui. Il a tenté de m'expliquer les implications fiscales. Je l'ai coupé. Fais-le maintenant, Richard. Je me fiche de l'impact fiscal. Les 280 000 € seraient sur mon compte dès jeudi matin. La fiducie était plus complexe. En tant que cofiduciaire, je ne pouvais pas simplement retirer les fonds sans la signature de maman, mais je pouvais geler le compte. Je pouvais exiger une vérification en personne pour toute transaction supérieure à 500 €. Je pouvais rendre l'accès à cet argent si difficile, qu'il aurait tout aussi bien pu être enfermé dans un coffre-fort au fond de l'océan.
J'ai passé 2 heures au téléphone avec l'avocat spécialisé, pour ériger des barrières totalement légales et absolument inattaquables. Mercredi soir, Derek a appelé. J'ai laissé sonner pour que cela tombe sur ma messagerie. Et, Flora, c'est moi. Écoute, je sais que toi et maman vous vous êtes disputés, mais elle est vraiment stressée par cette opportunité d'affaires. Il y a ce gars qui veut investir dans un concept de bière artisanale, mais je dois montrer ma bonne foi avec 25 000 €. Tu peux parler à maman pour débloquer les fonds de la fiducie? Rappelle-moi. J'ai supprimé le message. Jeudi matin, je suis passé à la phase 2. L'électricité étant à mon nom, l'annulé n'a nécessité qu'un seul coup de fil. Oui, je voudrais couper le service au 47 Meadow Brookline, avec effet immédiat. Non, aucune adresse de transfert n'est nécessaire. Oui, je comprends qu'il puisse y avoir une facture finale. Pour le gaz, ce fut tout aussi simple. La compagnie des eaux exigeait un préavis de 48 heures, mais a accepté ma résiliation. Internet et le câble ont été réglés en moins de 5 minutes. Le moment le plus satisfaisant fut celui des téléphones. J'ai appelé Verizon, j'ai expliqué que je réduisais mon forfait, et j'ai demandé la déconnexion de 3 des 4 lignes. En moins de 20 minutes, le téléphone de maman, celui de Derek, et celui de Britney étaient inactifs. Juste comme ça. Plus de service, sans aucun avertissement. Le représentant du service client avait été presque jovial, donc, vous ne gardez que la ligne principale? Aucun problème. Cela réduira votre facture mensuelle de 210 €. Puis-je faire autre chose pour vous aujourd'hui? C'est tout. Merci. Parfait. Vos modifications prendront effet immédiatement. Passez une excellente journée. Une destruction si polie, un démantèlement si efficace. J'avais passé 6 ans à construire leur existence confortable, et il ne m'a fallu que 3 heures, à peine, pour tout démonter complètement. J'ai laissé mon propre numéro actif, car naturellement, je voulais voir ce qui allait se passer. Et ce qui s'est passé a dépassé toutes mes attentes. La panique a commencé doucement, puis a grandi de manière exponentielle au fur et à mesure que chaque système tombait. D'abord l'électricité, qu'ils ont remarqué instantanément. Puis les téléphones, ce qui les a empêchés d'appeler facilement à l'aide. Enfin l'Internet, ce qui leur a coupé tout moyen de chercher des solutions, ou de contacter les entreprises de services publics. Chaque échec aggravait le précédent, créant une cascade d'impuissance. C'était précisément le genre d'effondrement systématique que j'avais empêché pendant 6 ans, grâce à ma vigilance constante et mon soutien financier. Maintenant, ils allaient tout subir d'un coup. Les appels ont commencé vers 22 heures le jeudi. J'étais en réunion avec un client quand mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai jeté un coup d'œil, et j'ai vu le nom de maman, puis je me suis souvenu que son téléphone était coupé. Elle avait dû en emprunter un. J'ai passé l'appareil en silencieux, et j'ai poursuivi ma réunion. Quand je suis sorti, 90 minutes plus tard, j'avais 23 appels manqués. Le nom de maman apparaissait 11 fois, depuis différents numéros. Britney, la petite amie de Derek, avait appelé depuis ce que je supposais être un téléphone professionnel. Il y avait même 2 appels de voisins. Les messages vocaux devenaient de plus en plus frénétiques. Flora, il n'y a plus d'électricité. J'ai appelé la compagnie électrique, et ils m'ont dit que tu avais annulé le compte. Ça doit être une erreur. Rappelle-moi immédiatement. Flora, ce n'est pas drôle. Le téléphone de Derek ne marche pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas tout couper juste parce que tu es en colère. C'est ma maison. Rappelle-moi tout de suite. J'ai supprimé chaque message sans l'écouter en entier. Mais je les ai sauvegardés, chacun d'entre eux. Je les ai transférés dans un dossier dédié sur ma boîte mail, horodatée et préservée. Si cette affaire devait finir devant un tribunal, et je soupçonnais que ce serait le cas, je voulais une trace documentée de leur réaction. La panique sans responsabilité. Des exigences sans reconnaissance des torts. L'arrogance sans gratitude. Cette progression était fascinante, d'un point de vue psychologique. Les premiers messages supposaient une simple erreur. Au 15e message, ils étaient passés à la colère. Au 30e, on percevait des notes de peur réelle. Autour du 50e message, Britney a laissé un message qui n'était que pur venin: tu es vindicative, Flora. Ta mère pleure, elle est terrifiée, et tu fais ça pourquoi?
Parce qu'elle a blessé tes sentiments? Grandis un peu. C'est de l'abus, du pur abus. Et quand Derek aura un avocat, tu vas le regretter. J'ai éclaté de rire à celui-là. Britney, qui vivait gratuitement dans la maison de maman depuis 1 an, qui mangeait de la nourriture que j'avais indirectement payée, et qui utilisait des services que je finançais, avait l'audace de me faire la leçon sur l'abus. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu s'étouffer avec. Mais sous la colère, je ressentais autre chose, un soulagement. Un soulagement profond, immense. Pendant 6 ans, j'avais porté le poids de leur dysfonctionnement. Chaque mauvaise décision de Derek, chaque fois que maman privilégiait ses émotions au détriment de la réalité financière, chaque euro gaspillé dans des fantasmes. Tout cela avait été mon fardeau. Maintenant, pour la première fois depuis la mort de papa, ce poids avait disparu. Il se noyait, et moi, je respirais librement sur le rivage. Le vendredi matin, les choses sont devenues intéressantes. J'avais pris ma journée, ce que je faisais rarement. Je voulais être pleinement présente pour l'implosion. J'ai préparé du café, je me suis installé près de la fenêtre de mon appartement avec vue sur Central Park, et j'ai attendu. Les appels s'étaient poursuivis toute la nuit. Différents numéros, même hystérie. Le vendredi à 9h du matin, mon téléphone affichait 87 appels manqués. Puis, Derek s'est présenté à mon bureau. Jennifer m'a appelé à 9h45, Flora, ton frère est dans le hall. La sécurité de l'immeuble demande s'il est autorisé à monter. Dis-leur que non. Dis-leur qu'il n'est pas autorisé à accéder à cet immeuble, et que s'il revient, ils doivent appeler la police. Il fait une scène. Il hurle qu'il y a une urgence familiale. Ce n'est pas mon problème. Appliquez le protocole de l'immeuble. J'ai raccroché et j'ai mis mon téléphone en sourdine. Jennifer m'a envoyé un message 20 minutes plus tard, la sécurité l'a escorté vers la sortie. Il a essayé de forcer l'accès aux ascenseurs, et ils ont dû le retenir physiquement. Ils l'ont ajouté à la liste des personnes interdites. Tu vas bien? Jamais mieux, ai-je répondu. Merci d'avoir géré ça. La vérité, c'est que je ressentais une sombre satisfaction, à l'idée que Derek ait été expulsé physiquement d'un bâtiment. Il avait passé toute sa vie d'adulte à se soustraire aux conséquences, à charmer les gens pour échapper à ses responsabilités. Maintenant, il apprenait ce qui arrivait quand ses tactiques échouaient, face à des personnes qui n'avaient que faire de ses excuses. Mon téléphone a continué de vibrer toute la matinée. Je voyais les notifications s'accumuler. Des numéros différents, mais la même énergie désespérée, des voisins appelant pour le compte de maman, tante Déborah, oncle Franck, et même Mélissa, une amie de lycée à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, qui s'était retrouvée enrôlée dans le système de diffusion des urgences familiales. La coordination était presque impressionnante. Maman avait manifestement lancé un appel général à toutes ses connaissances, en façonnant un récit où j'étais la méchante, celle qui l'avait soudainement et inexplicablement attaquée sans raison. Le SMS insultant, les années de drainage financier, les échecs de Derek, rien de tout cela n'apparaissait dans l'histoire qu'elle racontait. Vers 11h du matin, ma cousine Rachel m'a appelé. Nous avions toujours été proches, et elle était l'une des rares personnes de la famille à comprendre ma situation. J'ai répondu. Flora, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ta mère appelle tout le monde, elle dit que tu l'as sabotée et qu'elle risque de perdre la maison. Est-ce qu'elle a mentionné le fait qu'elle m'a traité d'idiote, et qu'elle m'a banni de Thanksgiving? Il y eut un long silence. Non, elle a manifestement omis cette partie. J'en ai fini d'être leur distributeur automatique, Rachel. J'ai tout payé pendant 6 ans, alors que Derek a gaspillé près d'1 million d'euros. Elle l'a choisi lui, et elle a choisi de m'insulter. Alors maintenant, elle n'a qu'à se débrouiller sans moi. Jésus. C'est si grave que ça. Elle a 340 000 euros dans une fiducie à laquelle elle peut à peine accéder. La maison est en train d'être transférée entièrement à mon nom. Elle devra partir, ou commencer à me payer un loyer au prix du marché, soit environ 3 800 euros par mois. Tous les services sont coupés, elle devra ouvrir de nouveaux comptes à son nom. Pareil pour les téléphones. Et son assurance auto expire dans 2 semaines. Rachel a sifflé d'admiration. Tu ne plaisantes pas. J'ai fini de plaisanter. Le vendredi après-midi, l'avocat m'a appelé. Mademoiselle Brennan, votre mère a contacté notre bureau. Elle demande à parler à quelqu'un concernant les restrictions de la fiducie.
Elle prétend que vous l'avez privée de son propre argent. La fiducie exige les 2 signatures des fiduciaires, pour tout retrait supérieur à 500 €. C'est la structure même de l'acte depuis le début. Je me contente d'appliquer les règles existantes. Elle menace de vous poursuivre en justice. Laissez-la faire. Elle va dépenser 5 000 € en frais d'avocat pour apprendre que la fiducie est inattaquable, et que je n'ai enfreint aucune loi. D'ailleurs, demandez à votre assistant de lui envoyer une lettre détaillant exactement ce qu'une action en justice lui coûterait. Incluez une estimation des honoraires. Cela semble agressif. Cela semble surtout être la meilleure façon de lui donner les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Préparez cette lettre. La lettre est arrivée chez maman par coursier le samedi après-midi. J'avais payé un supplément pour une livraison le week-end, avec suivi. Selon le service de livraison, c'est un certain Derek Brennan qui a signé à 15h47. Derek devait donc être de retour à la maison, ce qui signifiait soit que maman lui avait pardonné le désastre des services publics, soit qu'elle était trop effrayée pour affronter la situation seule. La lettre était exhaustive, 6 pages détaillant la structure de la fiducie, mon autorité légale en tant que cofiduciaire, les documents appuyant chaque décision financière, et une estimation prudente prédisant que tout litige coûterait entre 45 000 et 75 000 €. Avec des chances de succès minimes. Le cabinet d'avocats avait inclus des citations de jurisprudence. C'était un chef-d'œuvre d'intimidation légale, déguisé en informations utiles. J'imaginais Derek en train de la lire, le visage rouge de colère, en réalisant à quel point il s'était fait surpasser stratégiquement. J'imaginais la confusion de maman, laissant place à la compréhension, sa fille n'était pas seulement en colère, elle était en train de démanteler méthodiquement, professionnellement, toute avenue qu'ils auraient pu utiliser pour me forcer la main. Mais la lettre contenait un dernier élément. J'avais spécifiquement demandé un paragraphe final, décrivant mes conditions pour toute discussion future, la reconnaissance de ses torts, un engagement à suivre des conseils financiers, et des restrictions permanentes sur l'accès de Derek aux finances de maman. Des conditions non négociables, présentées dans un langage juridique formel. Il pouvait soit me poursuivre, et tout perdre en frais d'avocat, soit accepter la réalité, et tenter de sauver ce qui restait des décombres. Leur choix. Le samedi matin a apporté une surprise. Une lettre recommandée est arrivée à mon appartement. Je l'ai signée, puis j'ai ouvert l'enveloppe pour y trouver une lettre manuscrite de maman. Son écriture était tremblante, presque illisible par endroits. Flora, je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais que nous nous sommes disputés, mais c'est trop. La maison est glaciale. Nous n'avons plus d'électricité, et je ne peux pas accéder à mon argent. Derek dit que tu me voles. Je veux que tu règles ça immédiatement, sinon je n'aurai pas d'autre choix que d'aller voir la police. Je suis ta mère, et je mérite le respect. Tu te montres cruelle et vindicative pour rien. Pour rien. 6 ans de soutien financier, 28 800 € de mon propre argent dépensé pour leur confort, et c'était pour rien. J'ai écrit une réponse à la main, et je l'ai postée. Maman, tu m'as dit de ne pas venir pour Thanksgiving. Tu m'as traité d'idiote, parce que j'exprimais des inquiétudes sur tes finances. Tu as choisi les sentiments de Derek plutôt que mes conseils, à maintes reprises, et en conséquence, tu as perdu 900 000 € en 6 ans. Je ne suis plus disposé à subventionner ce dysfonctionnement. La maison est désormais à moi. Tu en as extrait la valeur nette, et je paie le prêt hypothécaire depuis 4 ans. Si tu veux rester, nous pouvons discuter des conditions de location. Les services publics étaient à mon nom, et je les ai résiliés. Tu devras ouvrir de nouveaux comptes. La fiducie reste intacte, mais je n'approuverai aucun retrait pour les projets commerciaux de Derek. Tu as 340 000 €, et tu dois faire en sorte que cela dure. J'ai été ton filet de sécurité pendant 6 ans. Maintenant, tu vas découvrir ce qu'est la vie sans lui. Flora. J'ai scellé l'enveloppe, j'ai inscrit l'adresse avec soin, et je suis allé la poster moi-même. L'acte physique de poster cette lettre avait quelque chose de significatif. De définitif. Le chemin du retour vers mon appartement me parut différent, plus léger, d'une certaine façon. L'air de novembre était vif, presque mordant, mais cela ne me dérangeait pas. Pour la première fois en 6 ans, je ne portais plus le poids de leurs désastres imminents. Je n'étais plus en train de calculer mentalement combien coûterait la prochaine crise de Derek. Je ne préparais plus de discours sur la responsabilité fiscale, qui tomberait dans des oreilles sourdes.
J'étais juste en train de marcher, de respirer, d'exister en tant que Flora Brennan, avocate, et non Flora Brennan, distributeur automatique familial. Une fois rentré, je me suis versé un verre de vin à un excellent pinot noir que je gardais pour une occasion et je me suis assise près de la fenêtre pour regarder les lumières de la ville. Mon téléphone continuait de vibrer de temps à autre, mais j'avais coupé toutes les notifications, sauf pour les urgences professionnelles. L'appartement était calme, paisible, le mien. Il m'est apparu que c'était la première soirée depuis des années, où je n'attendais pas que la catastrophe suivante ne survienne. Plus besoin de se demander ce que Derek avait encore fait. Plus d'anxiété concernant la prochaine demande de maman. Plus de culpabilité à l'idée de fixer des limites. Juste le silence, le vin, et la silhouette scintillante de Manhattan. Le lendemain apporterait encore du chaos, j'en étais certaine. Mais cette nuit m'appartenait. Le dimanche, la campagne de pression familiale battait son plein. Ma tante Déborah m'a appelé, pour me faire un sermon sur le pardon. Mon oncle Frank a envoyé un long mail, disant que papa serait déçu de moi. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des avis bien tranchés sur mes choix. Le récit familial s'était solidifié, j'étais la méchante, la fille ingrate qui avait abandonné sa mère pour un désaccord mineur. Aucun d'eux n'était au courant pour les 28 800 €. Aucun d'eux ne savait rien des échecs incessants de Derek. Aucun d'eux n'avait proposé d'aider maman. Rachel m'a envoyé un SMS, il prévoit une intervention. Le repas de Thanksgiving chez tante Déborah. Ils veulent que tu sois là, pour te remettre les idées en place. J'ai répondu, j'ai déjà des projets. Je pars aux Maldives. Et je le pensais vraiment. J'ai réservé un billet en première classe le dimanche soir même, j'ai loué un bungalow sur pilotis dans un complexe 5 étoiles, et j'ai programmé une réponse automatique pour mes mails professionnels, absentes du bureau jusqu'au 2 décembre. Pour les questions urgentes, contactez Jennifer Walsh. Le lundi matin, j'ai reçu un message vocal d'un avocat que je ne connaissais pas. Mademoiselle Brennan, ici Robert Hutchinson, du cabinet Hutchinson et Associés. J'ai été mandaté par Patricia Brennan pour explorer une éventuelle action en justice, concernant les arrangements financiers entre vous et votre mère. Veuillez contacter mon bureau dès que possible, pour discuter des options de résolution. J'ai appelé mon propre avocat, Marcus Chen, qui gérait mes affaires successorales depuis des années. Marcus, ma mère a pris un avocat. Elle a apparemment l'intention de me poursuivre. Sur quel motif? Probablement abus de faiblesse sur personnes âgées, exploitation financière. Quelque chose de dramatique. Flora, tu es une avocate diplômée, et tu as la documentation pour chaque transaction. En réalité, tu as mieux protégé ces actifs que n'importe quel fiduciaire professionnel ne l'aurait fait. C'est une plainte abusive, au mieux. Prépare-moi une réponse. Inclus une comptabilité détaillée de chaque euro que j'ai dépensé pour elle en 6 ans. Ajoute les relevés de croissance de la fiducie, montrant que j'ai transformé 850 000 € en 1,2 million avant les désastres de Derek. Et Marcus, ajoute la documentation sur les échecs commerciaux de Derek et les sommes perdues. Je veux que tout soit mis sur la place publique. Tu appliques la politique de la terre brûlée. Ils ont tiré les premiers. Je m'assure simplement qu'ils comprennent sur quoi ils tirent. Le mardi matin, exactement une semaine après le SMS, j'ai mis en œuvre la phase finale. Je gardais une information sous le coude depuis 3 mois, une information découverte accidentellement en examinant certaines demandes de prêts professionnels antérieures de Derek. Il avait imité la signature de maman sur une demande de prêt personnel de 45 000 €, en utilisant la maison comme garantie. Le prêt avait été approuvé, l'argent dépensé, et Derek effectuait les remboursements minimums à partir des distributions de la fiducie de maman, celles qu'il prétendait utiliser pour les frais de subsistance courants. J'avais tout photocopié. J'avais documenté les divergences de signature. J'avais récupéré la signature réelle de maman sur des dizaines de documents juridiques pour comparaison, et j'avais préparé un dossier complet pour le soumettre au prêteur ainsi qu'au bureau du procureur. L'imitation de signature est un crime dans l'État de New York. Utiliser un document falsifié pour obtenir un prêt est une fraude. L'abus financier sur personnes âgées, compte tenu de l'âge de maman et du lien de parenté de Derek, entraînait des peines encore plus lourdes. J'ai rédigé un mail à l'attention du nouvel avocat de maman, avec mon propre avocat en copie. Monsieur Hutchinson, j'ai bien reçu votre message concernant une éventuelle action en justice. Avant que votre cliente ne poursuive,
elle devrait prendre connaissance de plusieurs faits. Premièrement, une comptabilité détaillée de tout le soutien financier que j'ai fourni sera mise à disposition, totalisant 28 800 € sur 6 ans. Deuxièmement, la documentation concernant le détournement des fonds de la fiducie par Derek Brennan sera fournie. Troisièmement, et c'est le point le plus critique, j'ai découvert des preuves montrant que Derek Brennan a imité la signature de Patricia Brennan sur des documents de prêt, pour obtenir 45 000 € en utilisant sa propriété comme garantie. Cela constitue une fraude et un abus financier sur personnes âgées. J'ai préparé un dossier d'enquête complet pour le soumettre au procureur du district de New York. Si votre cliente souhaite poursuivre le litige contre moi, je déposerai immédiatement une plainte pénale pour falsification. Je vous suggère de discuter de ces faits avec Patricia Brennan avant que nous ne continuions. Cordialement, Flora Brennan, Esquire. J'ai joint une seule page du dossier, le tableau comparatif des signatures. On y voyait clairement que la tentative de Derek pour imiter l'écriture de maman était maladroite et évidente. Puis, j'ai cliqué sur envoyer. Mon téléphone a sonné 4 heures plus tard. Marcus riait. Flora, Hutchinson m'a appelé. Il se retire du dossier. Apparemment, ta mère n'avait aucune idée de ce prêt, et quand il lui a montré la comparaison des signatures, elle a fait un effondrement complet. Est-ce qu'elle va enfin faire face à la réalité maintenant? Je n'en sais rien, honnêtement, mais elle ne va certainement pas te poursuivre. Le mercredi après-midi, Rachel m'a appelé pour me donner des nouvelles. Ta mère a mis Derek à la porte. Il dort chez les parents de Britney. Apparemment, elle a fouillé dans ses papiers et a trouvé les relevés de prêt qu'il cachait. Elle est dévastée. Elle devrait l'être. Il l'a volé. Elle veut te parler. Elle a mon numéro. Enfin, elle l'avait avant que je ne déconnecte son téléphone. Elle peut m'écrire une lettre, si elle est sérieuse. Flora, c'est ta mère. Et je suis sa fille, et elle m'a traité d'idiote pour avoir essayé de la protéger de cette situation précise. Je ne vais pas me précipiter pour arranger les choses, Rachel. Elle doit comprendre ce qu'elle a perdu. Thanksgiving est arrivé, et Thanksgiving est passé. Je l'ai passé sur une plage immaculée à boire des cocktails, et à lire des romans que je voulais découvrir depuis des années. Mon téléphone, délicieusement silencieux en mode avion, est resté dans le coffre-fort du complexe la majeure partie de la semaine. Les Maldives étaient tout ce que j'espérais, et rien de comparable à ma vie habituelle. L'eau était d'une clarté impossible, cette nuance de turquoise qui a l'air fausse sur les photos, mais qui s'avère bien réelle. Mon bungalow sur pilotis avait un panneau de verre au sol, par lequel je pouvais regarder les poissons nager sous mes pieds, tout en buvant mon café matinal. Le personnel du complexe me traitait comme une reine, anticipant mes besoins avant même que je ne les exprime. J'ai passé le jour de Thanksgiving à me faire masser, puis à savourer un dîner privé sur ma terrasse, pendant que le soleil se couchait dans des teintes d'orange et de rose qui auraient semblé excessives dans une peinture. Le chef avait préparé un repas fusion, pas la traditionnelle dinde avec sa farce, mais des plats qui semblaient tout de même festifs. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, et je n'ai pas pensé une seule fois à ma famille, jusqu'au moment du dessert. À cet instant, je me suis autorisé une seule pensée, ils étaient probablement tous réunis chez tante Déborah en ce moment, en train de parler de moi, en train d'inventer des récits sur ma cruauté et mon manque de raison. Et moi, j'étais ici, les orteils dans le sable, totalement en paix avec mes choix. Quand je suis rentré à New York le lundi suivant, il y avait 127 nouveaux messages sur diverses plateformes. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais il y avait un mail qui a attiré mon attention. Il venait de maman, envoyé depuis l'ordinateur d'une bibliothèque, si j'en jugeais par la signature. Flora, je suis désolé. Je ne savais pas pour le prêt que Derek a falsifié. Je ne savais pas combien d'argent tu as dépensé pour prendre soin de moi. Je n'avais pas compris à quel point j'avais mal géré les choses depuis la mort de ton père. Je t'ai traité d'idiote parce que Derek m'a dit que tu essayais de contrôler ma vie, et je l'ai cru lui, au lieu de te faire confiance à toi. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai dit. Je sais que j'ai abîmé quelque chose qui n'est peut-être pas réparable. Mais j'ai besoin que tu saches que je vois clair, maintenant. Je vois à quel point j'ai eu tort. Si tu es prête à discuter, j'ai pris un nouveau téléphone et le numéro est ci-dessous. Si tu n'es pas prête, je comprendrai. Je t'aime, même si j'ai fait un travail terrible pour te le montrer. Maman. J'ai fixé cet email pendant un long moment. Une partie de moi voulait le supprimer, pour maintenir le mur que j'avais bâti.
Mais une part plus importante de moi reconnaissait ce que j'attendais depuis 6 ans, la responsabilité. Le mail n'était pas parfait. Il était écrit dans le style légèrement mélodramatique de maman, avec des phrases qui sonnaient probablement mieux dans sa tête que sur l'écran. Mais sous ce langage maladroit, il y avait quelque chose de sincère. Elle avait utilisé le mot au tort. Elle avait reconnu la manipulation de Derek. Elle avait accepté la responsabilité d'avoir cru son fils plutôt que sa fille. Ce n'était pas rien. J'avais vu maman se chercher des excuses pendant des années. La mort de papa n'était pas sa faute, mais elle expliquait son manque de discernement. Les échecs de Derek n'étaient pas encouragés, ils étaient le soutien à la famille. L'argent qui disparaissait n'était pas une mauvaise gestion, c'était aider son fils à réaliser ses rêves. Chaque erreur avait sa justification. Chaque décision terrible avait sa rationalisation. Cet email n'avait rien de tout cela. Juste un simple aveu, j'ai eu tort. Ces mots, venant de Patricia Brennan, étaient comme les aveux de quelqu'un qui aurait passé 6 ans dans le déni. Peut-être que la maison glaciale et les téléphones coupés avaient forcé cette remise en question. Peut-être que la lettre de mon avocat avait brisé ses illusions sur le fait que Derek la protégeait. Peut-être avait-elle enfin fait le calcul, réalisant que 900 000 € s'étaient envolés à jamais, parce qu'elle avait préféré le confort à la vérité. Quelle que soit la raison, quelque chose avait bougé. La question était de savoir si j'étais prête à faire confiance à ce changement, ou si les dégâts étaient trop permanents pour être réparés. Je n'ai pas répondu immédiatement. À la place, j'ai appelé Marcus. Si je voulais fixer des conditions pour renouer le dialogue avec ma mère, que recommanderais-tu? Une thérapie, des conseils financiers, une transparence totale, et des limites claires assorties de conséquences. Prépare-moi quelque chose. Un accord qu'elle devra signer, avant même que j'envisage de restaurer un quelconque soutien. L'accord faisait 10 pages. Il exigeait que maman suive des conseils financiers. Il imposait des séances de thérapie hebdomadaires, d'abord ensemble, puis séparément. Il établissait que Derek n'aurait aucun accès à ses finances sans mon approbation écrite explicite. Il officialisait l'arrangement concernant la maison, elle pouvait y vivre gratuitement, mais la propriété m'appartenait, et resterait la mienne. Il lui imposait de soumettre des rapports de dépenses mensuels, et de demander mon accord pour toute dépense supérieure à 100 €. C'était autoritaire. C'était rigide. C'était aussi la seule façon pour moi de la protéger d'elle-même, et de Derek. Je l'ai envoyé à sa nouvelle adresse mail avec une note succincte, « Si tu es sérieuse au sujet de réparer notre relation, voici mes conditions. » Elle a signé dans les 24 heures. L'enquête pour falsification a pris une tournure différente. J'ai bien soumis le dossier au procureur, mais j'ai également eu une discussion avec le procureur adjoint chargé de l'affaire. Ma priorité n'est pas la punition, c'est la protection. Si Derek Brennan accepte une restitution supervisée, se tient à l'écart des finances de ma mère, et intègre un programme de réhabilitation, je soutiendrai cette option plutôt que des poursuites pénales. Le procureur a été surpris. La plupart des victimes veulent du sang. Je veux que ma mère soit en sécurité. Si la prison pour Derek permet d'y arriver, soit. Si un programme avec des conséquences réelles permet d'y arriver, cela me convient aussi. Le procureur, une femme d'une 50aine d'années nommée Linda Vasquez, m'a étudié depuis son bureau. Vous êtes exceptionnellement calme pour quelqu'un dont le frère a commis une fraude criminelle contre sa propre mère. Je suis avocate en droit des contrats. L'émotion ne change pas les faits. Certes, mais il s'agit de votre famille. Précisément. C'est pourquoi je veux quelque chose qui règle réellement le problème, plutôt que de simplement punir. Derek en prison ne protège pas ma mère de la prochaine personne qui voudra l'exploiter. Derek dans un programme avec supervision pourrait, peut-être, lui apprendre quelque chose. Linda s'est adossée à son fauteuil. Vous savez ce qui arrive généralement dans ces cas-là? Les membres de la famille refusent de témoigner. Ils reviennent sur leur déclaration. Ils nous supplient d'abandonner les charges parce qu'ils ont compris la leçon ou que la famille reste la famille. Vous m'apportez un dossier d'enquête complet et vous demandez une responsabilité structurée. C'est rafraîchissant, et légèrement troublant. Ma mère l'a encouragé pendant 6 ans. Je ne serai pas la personne qui encourage l'encouragement. S'il ne veut pas apprendre de son plein gré, il apprendra par le système judiciaire. Très bien. Je vais contacter son avocat, en supposant qu'il en prenne un, et proposer les conditions de réhabilitation.
Mais s'il refuse ou viole la moindre condition, nous poursuivrons au maximum de la loi. Entendu. Derek a accepté l'accord, 5 ans de mise à l'épreuve, des conseils financiers obligatoires, la restitution complète des 45 000 € plus les intérêts, et une interdiction absolue d'accéder au compte ou à la propriété de maman. Une seule violation, et les accusations de crime seraient déposées. En février, une nouvelle normalité, un peu étrange, a vu le jour. Maman vivait dans ce qui était maintenant, légalement, ma maison, mais notre relation se reconstruisait lentement. Les séances de thérapie étaient maladroites, parfois douloureuses, mais elles avaient lieu. Elle avait commencé à prendre des cours d'aquarelle, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais pour lequel elle n'avait jamais pris de temps. Les conseils financiers lui apprenaient des compétences que papa avait toujours gérées à sa place. La première séance de thérapie avait été brutale. La thérapeute, le docteur Helen Ashford, avait demandé à maman d'expliquer pourquoi elle m'avait traité d'idiote. Maman avait commencé par des excuses, parlant du stress, des besoins de Derek, et du fait que je ne comprenais pas la pression qu'elle subissait. Le docteur Ashford l'avait coupé net. Patricia, votre fille a dépensé 28 800 € sur 6 ans pour vous soutenir. Elle a transformé votre assurance vie en investissement substantiel. Elle a payé chaque facture, chaque mensualité de prêt, chaque prime d'assurance. Et quand vous l'avez insultée, elle a retiré ce soutien. Quelle partie de ce schéma vous laisse penser qu'elle ne comprenait pas la pression? Voir le visage de maman se décomposer avait été difficile. Elle avait l'air vieille, soudainement fragile, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. L'armure du déni s'était fissurée, et dessous, il n'y avait que du chagrin, de la honte, et la reconnaissance qu'elle avait détruit quelque chose de précieux par pure insouciance. Je l'ai traitée comme si elle avait tort d'avoir raison, a finalement murmuré maman. Je l'ai punie pour m'avoir protégée. C'était la première étape. Il y en aurait des dizaines d'autres, toutes nécessaires. Derek et moi ne nous étions pas parlé depuis la fin de l'enquête. J'avais appris par Rachel qu'il travaillait dans un concessionnaire automobile, et qu'il s'y présentait régulièrement, pour la première fois de sa vie d'adulte. Britney l'avait quitté, ce qui semblait l'avoir choqué au point de lui donner un semblant de maturité. Selon le dernier rapport de Rachel, Derek avait été promu responsable financier chez le concessionnaire. L'ironie ne m'a pas échappé, l'homme qui avait brûlé près d'1 million € aidait maintenant d'autres personnes à obtenir des prêts automobiles. Mais son superviseur appréciait apparemment sa fiabilité et sa capacité à expliquer des conditions de financement complexes. Peut-être que les conséquences lui avaient appris quelque chose. Après tout, les paiements de restitution tombaient automatiquement chaque mois, 850 € retirés du compte de chèque de Derek et déposés dans la fiducie de maman. À ce rythme, il rembourserait les 45 000 € en environ 4 ans et demi, à condition de ne jamais manquer un paiement. Son agent de probation avait été clair, le moindre manquement déclencherait une audience de violation. Les 340 000 € de la fiducie, gérée avec soin et n'étant plus siphonnée par les projets de mon frère, recommençaient à fructifier. J'avais rétabli le téléphone de maman, mais je l'avais gardé sur mon forfait avec des limites d'utilisation. Les services publics étaient de retour, désormais à son nom, avec moi en garantie au cas où elle manquerait un paiement. Je ne lui ai pas pardonné pour ce SMS. Je ne suis pas sûr de le faire un jour complètement, mais j'ai atteint quelque chose de plus important que le pardon, la compréhension. Elle se noyait dans le chagrin et la culpabilité, manipulée par un fils qui savait exactement comment jouer avec ses émotions. Elle s'en était prise à la personne qui l'aidait vraiment, parce que j'étais celle qui lui disait des vérités qu'elle ne voulait pas entendre. Et j'ai appris quelque chose, moi aussi, être la personne responsable, celle qui répare tout, ne vous rend pas indispensable. Cela vous rend invisible jusqu'à ce que quelque chose se passe mal. Ce mardi soir de novembre, quand mon téléphone s'est éclairé avec une insulte qui ressemblait à une trahison, j'avais atteint ma limite. Les 87 appels manqués, les services déconnectés, le transfert de prêt, la fiducie gelée. Tout cela était ma façon de dire que j'en avais fini d'être invisible. Ce que j'ai révélé avec l'enquête pour falsification n'était pas seulement le crime de Derek, c'était la vérité sur ce qui arrive quand on laisse des gens charmants vous détruire à petit feu, parce qu'on est trop occupé à les encourager pour remarquer les dégâts. Parfois, la seule façon de sauver quelqu'un est d'arrêter de le sauver. Parfois, la seule réponse possible au fait d'être traité d'idiote est de montrer précisément à quel point l'intelligence vous protégeait des conséquences. Et parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire. Elle consiste à fixer des limites, à demander des comptes,
et a forcé les gens à voir ce qu'ils ont refusé de reconnaître. Le SMS de ma mère m'a traité d'idiote et m'a banni de Thanksgiving. Elle a oublié que c'était moi, la banque. Maintenant, elle ne l'oubliera plus jamais. La maison reste à mon nom. La fiducie requiert mon approbation. Derek paie sa dette chaque mois ou va en prison. Et j'ai appris que l'amour ne signifie pas absorber des dommages infinis. Cela signifie savoir quand prendre du recul, et laisser les gens affronter la réalité qu'ils ont eux-mêmes créée. Même si cette réalité inclut 87 appels manqués et une maison sans électricité par une froide nuit de novembre. Surtout alors.